Bonsoir. Comment assurer la transparence dans la gestion du secteur des pêches? Des réflexions sont en cours à Conakry. Une rencontre sous-régionale mobilise des experts de la pêche artisanale. Nous ferons le point dès le début de ce journal. En image, le long du fleuve Bafing, il abrite l'une des plus grandes populations de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Mais sur place, tout se dégrade. Le gouvernement et ses partenaires s'inquiètent. Et puis des nouvelles du baccalauréat 2018. Avant l'annonce des résultats, c'est le suspense chez les candidats. Nous saurons tout dans moins de 10 jours. Mais dans le centre de correction des copies, une seule consigne, rigueur dans la notation. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. Tout de suite, ce décret D 2018-104 PRG-SGG, modifiant le décret D 2018-007 PRG-SGG du 18 janvier 2018, portant création du comité de suivi de l'accord des partenariats stratégiques sino-guinéens. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. L'article 1er du décret D 2018-007 PRG-SGG du 18 janvier 2018 portant création du comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen est modifié comme suit. Le comité comprend 1. Président de comité, le ministre directeur de cabinet du président de la République. 2. Membres du comité. 3. Représentants de la présidence de la République. Un représentant de la primature, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du plan et du développement économique, le ministre de la coopération internationale, le ministre des investissements et du partenariat public-privé, le ministre des mines et de la géologie, le ministre du budget ou son représentant, les ministères techniques ou institutions dont les projets sont sélectionnés dans le cadre de l'accord stratégique ou leurs représentants, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée ou son représentant, l'administrateur général de l'ACGPMP, maître d'œuvre public, rapporteur. Article 2. Le fonctionnement et la mise à disposition des moyens techniques, matériels et financiers sont assurés dans le budget de la présidence de la République. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 juillet 2018, professeur Alpha Condé. Ce qui concentre l'attention ce soir, poursuite des négociations entre le gouvernement et le mouvement social sur le prix du carburant à la pompe qui est passé de 8 à 10 000 francs. L'objectif est de trouver une solution consensuelle sur ce prix qui divise pendant que la grève des syndicalistes se poursuit dans le pays. Où en sommes-nous avec ces négociations et à quoi s'attendre dans les jours à venir? Voyons tous l'image avec Terna Kamisoko, Baba Kouyaté. Lors de cette deuxième journée de négociation, les discussions ont porté sur les 25% d'augmentation des prix du carburant à la pompe. Même si aucun accord n'est encore trouvé sur la question, les parties conviennent d'approfondir les réflexions ce week-end avant de se retrouver lundi 9 juillet pour la poursuite des pourparlers. Je pense que les questions de fond seront discutées certainement ce jour, mais l'invite que je voudrais certainement faire à la population. Une grève perlée n'est pas une cessation complète d'activité. Une grève perlée est une façon de ralentir les activités professionnelles. On ne cesse pas complètement le travail, on ralentit la production. Donc l'invitation que je fais à l'ensemble des travailleurs et à la population, c'est de respecter le fonctionnement normal de l'administration, mais également le fonctionnement normal des entreprises privées. Que personne ne s'oppose au libre exercice de l'activité professionnelle des autres travailleurs. Ceux qui veulent aller au travail, qu'on ne s'oppose pas à cette liberté-là. On est libre d'engager la grève, mais les autres travailleurs aussi sont libres de poursuivre l'activité professionnelle. L'un des acquis de cette deuxième journée de négociation, c'est l'appel du syndicat à observer le service minimum dans les services publics et privés.
Les parties prenantes caressent le rêve d'approfondir leurs divergences autour du principe de la flexibilité des prix du carburant sur le marché mondial afin de parvenir à un consensus. Je vous l'annonçais en titre, c'est un défi de premier ordre pour les spécialistes de la pêche artisanale. Ils veulent mettre en place un mécanisme de gestion des ressources du secteur. L'objectif, selon leurs propres mots, est de promouvoir la transparence. Une initiative sous-régionale baptisée FITI. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Élément de réponse dans ce reportage signé Ansoumane Toumani Kamara. Dans la sous-région ouest africaine, le secteur de la pêche est stratégique. Cela à cause de son apport en devises à l'économie des États côtiers, les opportunités de sécurité alimentaire et de création d'emplois. Plus de 10% des populations actives ouest-africaines évoluent dans la pêche artisanale. Et la gestion rationnelle des ressources halieutiques surexploitées devient alors une préoccupation de premier plan. Aujourd'hui, dans les eaux ouest africaines, il y a eu beaucoup d'activités de pêche. Et nous savons que la pêche artisanale représente beaucoup dans nos pays. 80% de nos débarquements, c'est la pêche artisanale. Donc, pour nous, la première règle de transparence, c'est l'accès à l'information. Et il est difficile aujourd'hui pour la pêche artisanale, les consultants ouest-africaines, d'accéder dans des informations sur les activités de pêche. Pour faire face à l'épineuse question de gestion durable des ressources marines du continent, l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche FITI se pose comme la meilleure alternative. Elle favorise la participation de tous les acteurs dans la gestion du secteur et offre un cadre harmonisé de coopération régionale. La rencontre de Conakry vise à accélérer le processus d'adhésion à cette initiative FITI. La Guinée et la Mauritanie sont les premiers pays à s'engager dans cette gestion responsable de la pêche. Nous souhaiterions qu'à travers la transparence, qu'il y ait un engagement de la société civile, donc les représentants des communautés, dans le processus de gouvernance. Et donc leur participation permettra de tenir compte des préoccupations des pêcheurs, des consommateurs, des bénéficiaires ordinaires, donc de ce secteur et des redevances qu'il apporte au pays. Nous voulons une pêche durable. Nous voulons que la pêche puisse contribuer vraiment à l'économie nationale. Vous avez vu, nous sommes un des premiers pays de l'Afrique à adhérer à cette organisation. C'est très important. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris cette initiative. Et le président même nous a engagés dans cette transparence, je crois, en 2016. 2 jours de travaux ont permis à ces acteurs de la pêche ouest-africaine de partager les expériences dans la mise en œuvre de l'initiative FITI. Il a aussi été question de la gestion des stocks des petits pélagiques migrateurs, des espèces de poissons surexploitées et qui jouent un rôle de filet de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Au même moment, et dans les mines cette fois, un document de diagnostic des revenus issus des ressources minières en Guinée est en élaboration. Plusieurs acteurs travaillent sur ce projet pour améliorer les conditions d'utilisation potentielle des recettes minières pour, selon les initiateurs, favoriser un développement durable du pays. Témoignage en images dans ce reportage de Mamadi Gassama. Après l'Australie et la Chine, la Guinée occupe le 3e rang mondial de réserve de bauxite. Ce classement se matérialise par la présence de plusieurs sociétés minières sur le terrain. Et pour mieux profiter des revenus issus des mines, un rapport sur le diagnostic du système de collecte des revenus a été élaboré en janvier dernier. Après la phase de collecte des indices, l'heure est à sa validation. Il s'agit certainement de faire le diagnostic, ce qui a été fait, donc de poser déjà la réalité sur le terrain. Deuxièmement, de les commenter. Et troisièmement, d'améliorer, de trouver vraiment les instruments nécessaires pour quand même augmenter significativement les recettes fiscales et douanières de la République de Guinée. L'objectif visé par cette étude est d'améliorer les conditions d'une utilisation potentielle des recettes minières pour un développement durable. L'idée consiste à optimiser la gestion du secteur minier en identifiant les instruments fiscaux appliqués à l'industrie extractive en Guinée. L'essentiel de ce projet, c'est d'évaluer le potentiel minier. Ensuite, améliorer la méthodologie de collecte des recettes minières.
faire en sorte que les capacités soient renforcées pour mieux maîtriser l'assiette fiscale en termes dans les domaines miniers. Ce document, une fois validé, devrait permettre d'élargir l'assiette fiscale pour améliorer les recettes budgétaires. Je vous amène à Kindia, là-bas, et vous allez le voir, des acteurs de la société civile travaillent sur la transparence budgétaire et le suivi des obligations fiscales des sociétés minières au niveau local. Une rencontre de 2 jours initiée par l'ONG Action Mine, comme le montre ce reportage de Nabilaï Kamara. Les images sont commentées par Suleiman Kamara. Depuis quelques années, c'est devenu une lutte quotidienne pour les acteurs de la société civile guinéenne. Relever le défi de la transparence budgétaire et intensifier les actions de suivi des obligations fiscales des entreprises minières en Guinée. Un pays qualifié de scandale géologique à cause de son énorme potentiel minier. Une potentialité que le pays souhaite traduire en recherche. À Kindia, le sujet crée débat lors d'une rencontre d'experts miniers. On a ciblé les acteurs de la société civile parce qu'on estime que la société civile, c'est un maillon non négligeable dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. L'autre objectif, c'est de faire un suivi citoyen, parce que les entreprises payent des taxes, c'est pour le développement de différentes collectivités. Mais si ces taxes-là ne sont pas bien gérées, alors c'est le rôle principal de l'acteur de la société civile de faire un suivi citoyen sur l'utilisation de cet argent. L'objectif est de tenter de mieux cerner la problématique de la bonne gouvernance dans le secteur minier guinéen. Les sociétés doivent faire beaucoup d'efforts encore dans ce sens-là et donner plus de détails à la communauté pour dire que voilà, dans tel cadre nous sommes exonérés, dans tel autre cadre nous devons vraiment exhiber ou bien faire face aux taxes. Un projet minier a plusieurs phases, donc lors de ces phases, il y a des phases où la société est exonérée de beaucoup de taxes qu'on ne savait pas, mais qu'on sait maintenant à partir de cet atelier et nous savons pourquoi il y a exonération de ces taxes et beaucoup d'autres taxes qui sont liées un peu à l'exploitation minière, au développement d'un projet minier. Le défi pour les initiateurs est de permettre aux acteurs de la société civile de maîtriser les questions liées aux fiscalités des entreprises minières évoluant dans le pays. Pour ce premier forum, une quarantaine d'organisations du mouvement social est concernée par cette campagne d'information qui va toucher progressivement un nombre plus important. Il a été reçu par le président de la République et juste après, le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger s'est rendu sur le site du barrage Fomi, c'est dans la région de Kankan, pour voir comment évoluent les travaux de ce barrage. Le point avec Abdul Karim Kondé, Boubacar Souma. Suite à l'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordée au secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, la délégation, dans son programme, s'est rendue sur le site du barrage Fomi, situé entre Kankan-Kouroussa. Cette délégation, conduite par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, en compagnie des autorités préfectorales de Kankan, a présenté au secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger le barrage à but multiple. Moi, je suis très content parce que si nous réussissons à finaliser ces barrages qui va régénérer beaucoup de choses à la fois. Point de vue de superficie agricole irriguée, ce serait des milliers et des milliers d'hectares en Guinée, au Mali et au-delà jusqu'au Niger et voire même dans les autres pays du bassin. Par la suite, il y aura une navigation comme dans l'OTAN, qui va reprendre sur le fleuve. Et encore, il y aura un développement de pisciculture, un reboisement. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de bénéfices qui vont revenir sur les populations. Sans oublier l'électrification, qui est quelque chose de tellement indispensable dans notre 21e siècle. Ce barrage à but multiple doit servir 9 États membres de l'autorité du bassin du Niger. Fomi, c'est quoi? C'est beaucoup d'eau pour l'agriculture. Le président de la République a dit, si pendant la Première République, le président Ahmed Sékou Touré a dit que la Guinée est un scandale géologique, Alpha Condé dit que la Guinée est non seulement un scandale géologique, mais un scandale agricole. 6 millions d'hectares de terre
cultivable, sans apport particulier d'engrais chimiques, c'est extraordinaire, c'est un scandale. L'aménagement hydro-agricole que FOMI va permettre, 100 000 hectares estimés en Haute-Guinée, 200 000 au Mali, le niveau, la création du niveau permanent dans le lit du fleuve Niger, le désensablement. Tout le monde voit aujourd'hui comment le Niger est ensablé pendant la saison sèche. Et aussi la navigation à partir de Kankan, 7 à 8 mois vers Bamako. Le gouverneur de la région de Kankan a remercié au nom des citoyens de la Haute-Guinée le président de la République, professeur Alpha Condé, et son gouvernement pour la réalisation de ce projet hydroélectrique qui est un espoir pour la population de sa région. FOMI a une histoire liée à celle de la Guinée, liée à celle de la Haute-Guinée. C'est un grand espoir pour les habitants de la Haute-Guinée si ce barrage se réalise un jour. Nous avons ici la certitude, à partir de tout ce que M. le ministre vient de dire, à partir de tout ce que les techniciens viennent de dire, que FOMI est une réalité et que la Haute-Guinée, le reste de la Guinée, profiteront aisément de l'électrification, de l'électricité que FOMI va fournir et de l'aménagement des terres. Ce projet à but multiple, qui est resté longtemps dans le tiroir, sera réalisé par le président de la République, professeur Alpha Condé. L'énergie, l'agro-industrie constituent le levier de développement de la Guinée. Comment sauvegarder la faune et la flore le long du fleuve Bafing? La question préoccupe le gouvernement et les partenaires au développement s'intéressent à cette situation. Depuis 2015, la création d'un parc national le long du fleuve est annoncée pour protéger la population de chimpanzés sur place. Où en sommes-nous? Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo se sont intéressés à ce sujet. Regardons ce reportage. Plusieurs études biologiques, économiques et sociales démontrent que la région du Moyen Bafing est la zone prioritaire de conservation pouvant abriter le futur parc national. Cette zone possède l'une des dernières plus grandes populations de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest avec un potentiel d'environ 12% de la population mondiale. Qui parle de protection des chimpanzés parle naturellement de la protection des chimpanzés et leur habitat. Alors nous demandons à la WCF de mettre tout en œuvre en dehors de la Guinée et à l'interne, de mobiliser les ressources nécessaires qui permettra à la WCF et à la Guinée et à la WCF d'atteindre les objectifs escomptés qui n'est autre que la protection durable de notre biodiversité. Le Moyen Bafing étant une zone de compensation des activités minières, un risque énorme se présente pouvant affecter les chimpanzés dans certaines concessions minières en dehors du site. Récemment, la compagnie de bauxite de Guinée CBG, un des partenaires financiers du projet de création du parc national du Moyen Bafing, a dépêché une mission d'évaluation dans le but de s'enquérir de l'impact du projet et d'informer la communauté et les autorités de l'état d'avancement du projet. CBG contribue à la mise en place du parc national de Bafing à travers le programme biodiversité. Notre visite donc c'est de venir voir l'équipe WCF sur le terrain, de voir sur le terrain comment ça se passe les activités. Donc intéressé parce que l'espèce est une espèce emblématique et l'espèce partagée avec le site de la CBG mérite vraiment d'être protégée. Le projet de création du parc national le long du fleuve Bafing est une initiative de la Fondation pour les chimpanzés sauvages et le gouvernement guinéen. Le site est à cheval entre les régions naturelles de la Moyenne et de la Haute-Guinée. L'Union européenne encourage la lutte contre la dégradation de l'environnement dans le pays. L'institution offre au projet d'appui à la réforme du secteur de sécurité un important lot d'équipements informatiques et de matériel roulant. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Environnement. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Jusque-là, peu équipé en matériel roulant, le corps des conservateurs de la nature reçoit des véhicules 4x4, motos tout-terrain, bicyclettes et autres.
principalement destinés aux unités de l'intérieur du pays comme celle du parc du Haut-Niger et de Ziama. Ces équipements viennent ainsi améliorer de façon significative la protection des forêts ou encore la lutte contre le braconnage par exemple. Plus de 10 ans maintenant, le centre travaille en sapeur-pompier parce que par rapport à la pression des populations sur les ressources. Et ici aujourd'hui nous avons des équipements qui nous permettent d'organiser les patrouilles, de communiquer avec les communautés sur le terrain. Je crois que la gestion durable va reprendre et la conservation de la biodiversité de ces forêts va reprendre. Il est clair que enlever la végétation d'un massif comme celui de Jama, non seulement c'est une perte énorme en termes de biodiversité, mais c'est aussi une perte énorme en termes de capacité de rétention d'eau et lutte contre l'érosion. Donc ce point est extrêmement important que cette richesse soit préservée. Ce n'est pas seulement une question de préserver la nature, c'est aussi une question de préserver le potentiel de développement pour ce pays. L'autre volet de ce geste de l'Union européenne, ces équipements informatiques de cartographie, des GPS et matériel de communication. Ici, l'accent est mis sur l'entretien et l'utilisation rationnelle de ces équipements de pointe. J'ai donné mon engagement devant l'Union européenne que ces équipements seront utilisés à bon escient. Bien évidemment qu'ils vont nous accompagner dans leur entretien, mais là aussi il y a une limite, c'est juste pour un an. Donc il ne faut pas que pendant que je sois là, au niveau du ministère ou après mon départ, qu'on dise que les équipements qu'on a donnés n'ont eu qu'une durée de vie d'1 an. Ça c'est inadmissible, ça c'est des attitudes qui n'encouragent pas les partenaires à nous aider. Tout ça va renforcer les capacités, n'est-ce pas, de nos cadres, et puis ils vont être beaucoup plus opérationnels sur le terrain. Et après un constat de l'Union européenne, ils ont trouvé des conservateurs engagés, motivés, mais sans moyens. Ce qu'on a déjà comme moyen, le minimum là, ça nous permettra de couvrir même à 100% les sites, les territoires à surveiller, mais au moins les 80%, nous ferons tout, nous passons tout par tous les moyens pour que ces zones soient sécurisées à partir de ces moyens-là maintenant. Là. En Guinée, la destruction de l'environnement est galopante. L'amélioration des capacités d'intervention des protecteurs de Dame Nature pourrait contribuer à stopper le recul inquiétant du couvert végétal et de sa biodiversité. Et puis à l'Institut supérieur des mines de Bokeh, les autorités privilégient la collaboration pour qualifier la formation des étudiants, mais aussi du personnel enseignant. L'institution vient de signer des accords de partenariat avec des écoles françaises spécialisées dans les mines. Lancé Koulibaly a suivi pour nous la rencontre. Qualifier le niveau d'apprentissage des étudiants et faciliter la mobilité des enseignants, c'est l'objectif de la Direction générale de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. La signature de la convention avec l'école des mines d'Albi de Paris s'inscrit dans cette dynamique. L'accord que nous venons de signer avec l'école des mines d'Albi prévoit un programme de mobilité et d'échange d'enseignants-chercheurs entre nos deux institutions. C'est-à-dire que typiquement, des anciens chercheurs d'ici vont se déplacer pour là-bas et vice-versa, pour essayer de mutualiser nos compétences respectives en enseignement et en recherche. Et aussi, il prévoit un programme de mobilité et d'échange d'étudiants entre les deux institutions. Ceci pour permettre aux étudiants de l'ISMGB d'avoir des formations ou des connaissances qui respectent les standards internationaux. L'accord que l'on vient de signer avec l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Bokeh est important pour nous parce qu'il est basé sur des relations que nous avons établies avec son directeur général quand il était en France. On a eu l'occasion de travailler avec lui et on est persuadé que cette relation de confiance qu'on a établie et d'amitié également va être très favorable à ce que cet accord porte ses fruits dans le futur. La deuxième convention concerne un partenariat avec Axiom, une entreprise locale. Il s'agira de former les étudiants aux techniques de gestion des risques, santé, sécurité et environnement. Notre formation vient en complément de ce que l'Institut a déjà donné. Et nous souhaitons, au nom de ma direction, que cette collaboration soit une collaboration pérenne.
À travers la signature de ces deux conventions, la Direction générale de l'Institut entend donner un nouveau souffle à cette institution d'enseignement supérieur dont la mission est de former des ingénieurs en mines et géologie. La Guinée en a besoin pour une gestion efficace et efficiente de ses ressources minières. On va s'arrêter à la Chambre de commerce où la mise en place d'une structure faîtière divise les membres. Qu'est-ce qui coince réellement? Les opérateurs économiques veulent comprendre tout. Ils ont rencontré ce jeudi le ministre du Commerce et celui de l'Industrie des petites et moyennes entreprises. Que se sont-ils dit? Élément de réponse avec Taban Silla. Les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie et d'artisanat de Guinée rencontrent les nouveaux ministres du commerce et celui de l'industrie des petites et moyennes entreprises. Une opportunité pour ces opérateurs économiques dégrainer quelques difficultés qui assaillent leur secteur, notamment le blocage du processus électoral pour la mise en place de leur structure faîtière. Des rencontres qui augurent des lendemains meilleurs pour le président de la chambre régionale de commerce de Conakry. Nous notons avec satisfaction les réactions, les propos que nous avons recueillis auprès du ministre Bouba et du ministre Tibou. Nous avons eu des promesses fermes auprès de ces ministres qui ont promis à compter de maintenant d'accompagner les différentes chambres de commerce, chambres régionales et préfectorales communales de Conakry et de la République de Guinée, de les accompagner afin qu'ils retrouvent leur autonomie, leur liberté, leur droit de fonctionner et aussitôt de continuer le processus de la mise en place de la Chambre nationale. Le secteur privé constitue une chaîne importante dans le développement d'un pays. Il contribue auprès du gouvernement à la réduction de la pauvreté à travers la création d'emplois. Nous sommes signataires de convention, nous sommes dans la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons la zone de libre-échange africaine. Si nous ne nous mettons pas à niveau, c'est les produits issus des autres économies qui vont venir nous absorber ici en République de Guinée, alors que nous avons pour réputation d'avoir les meilleurs produits au niveau qualité, en tout cas à travers l'Afrique et la sous-région. Donc c'est d'utiliser cet atout-là, faire de manière à ce que nous puissions monter d'un cran dans les aspects qualité, les aspects présentation de nos produits, pour que nous puissions être véritablement compétitifs sur le marché africain. Pour mémoire, la Chambre de commerce regorge de 33 antennes préfectorales, dont 5 communales et 8 régionales. Pour ces soldats de l'économie nationale, l'organisation dans un proche avenir du processus électoral pour la mise en place d'un bureau national reste aujourd'hui une réelle préoccupation. Je vous l'annonçais en titre, dans moins de 10 jours, les résultats du baccalauréat seront connus. Au centre de correction des copies et au secrétariat, sa bosse est très dure. Le ministre de l'Éducation s'est rendu sur place pour rencontrer les correcteurs. Maurice Sangari insiste sur la rigueur dans la notation des candidats. Témoignage en images dans ce reportage de Mama Issata Kamara. C'est l'unique centre national de correction des copies du baccalauréat session 2018 au lycée 1er mars dans la commune de Matam. C'est ici que se déroulent les opérations de correction des copies et les travaux de secrétariat. Pour s'assurer des conditions de travail sur le terrain, le ministre de l'Éducation nationale a visité les 23 salles de correction destinées à cet effet. Partout, les consignes de rigueur dans la notation des copies des candidats sont données. Le message que j'ai passé, c'est un message de constat du bon travail et aussi un message qui met au même niveau d'information tous les correcteurs sur les contrôles que nous avons suspendus sur la chaîne de notes, notamment la vérification des barèmes de notation, la comparaison des notes qui se trouvent sur les copies par échantillonnage aux notes se trouvant sur les relevés de notes. Dans ce centre, l'évolution des travaux de correction rassure. Chaque correcteur est appelé à corriger 150 copies par jour. À date, le taux d'exécution du travail est estimé à 70%. Un score qui devrait permettre aux correcteurs d'être dans le délai prévu pour la publication des résultats. Nous avons en mathématiques 118 correcteurs, en physique 96 correcteurs, en chimie 96 correcteurs,
En biologie, 40 correcteurs. En français, 118 correcteurs. En histoire, 96 correcteurs. En géographie, 96 correcteurs. En philosophie, 118 correcteurs. En économie, 96 correcteurs. Et pour l'option franco-arabe, nous avons 20 correcteurs. Et pour les brailles, c'est-à-dire les sourds, muets et aveugles, nous avons 20 correcteurs. Ce qui fait un total de 896 correcteurs mobilisés au plan national pour la correction du baccalauréat 2018. À ce rythme, les autorités du ministère de l'Éducation nationale sont optimistes quant au respect du délai prévu pour la publication des résultats des différents examens nationaux. Les résultats de l'examen de fin d'études élémentaires seront disponibles ce 7 juillet, ceux du BEPC le 11 et les candidats du baccalauréat connaîtront leurs résultats le 15 juillet. Des kits sanitaires pour les hôpitaux nationaux, une initiative du gouvernement à travers le budget national de développement. L'objectif est de qualifier les prestations dans les formations sanitaires du pays. Adia Toubari. À la pharmacie centrale de Guinée, l'heure est à l'embarquement des 126 conteneurs de kits sanitaires et autres matériels médicaux. Un équipement médical acheté à 52 milliards de francs guinéens sur fonds propres du BND, budget national. Pour l'acheminement du lot, 42 camions sont mobilisés par la PCG. Les premiers camions prennent le départ en présence des autorités sanitaires. Destination, les différents centres hospitaliers des 4 régions naturelles du pays. Nous sommes très heureux, nous, professionnels de santé, nous, ministère de la Santé, nous pouvons que remercier et féliciter le chef de l'État. Ce qui reste certain, c'est que ces matériels iront dans toutes les préfectures de la Guinée, dans tous les hôpitaux. Nous y veillerons. Et nous avons le colissage au départ et nous irons inspecter, comparer à ce qui est également rentré pour s'assurer qu'effectivement c'est arrivé à bon port. Cette nouvelle dotation en équipements et médicaments pour les 1300 structures sanitaires de la Guinée rentre dans la stratégie de renforcement des capacités opérationnelles de ces établissements sanitaires. De quoi favoriser une meilleure prise en charge des populations à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L'Agence du service civique d'action pour le développement, ASCAD, procède à la revue de ses activités, un exercice annuel qui permet au comité de pilotage de la structure de se fixer de nouvelles orientations. La rencontre mobilise partenaires techniques et financiers de l'agence, Samara Tono. C'est le premier conseil d'administration de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD au compte de l'année 2018. Il réunit membres du comité de pilotage de cette structure, autorités administratives et partenaires au développement. Il s'agit pour ces acteurs de faire non seulement la revue des différentes activités mises en œuvre pendant le premier semestre de l'année en cours, mais aussi de déterminer les projets à réaliser pour le reste de l'année. Les grandes avancées de l'ASCAD pour ces 6 premiers mois est que l'ASCAD a renoué avec les partenaires au développement, notamment le PNUD et la Banque mondiale. Le PNUD avec le projet de Kindia. À Kindia, avec le concours du PNUD, l'ASCAD a eu aujourd'hui à réaliser, à sortir du lot, une école à vocation agro-pastorale pour Kindia qui est en prévision de 100 jeunes par an pour 3 ans. Ça nous fait 300 jeunes. C'est quelque chose qui n'est pas rien. Donc aujourd'hui, nous sommes en relation étroite avec le PNUD pour encore relancer un autre projet sur Bokeh. Bokeh, qui va faire à peu près 250-300 jeunes annuels. Depuis sa création en 2011, plus de 300 jeunes sont formés chaque année à l'ASCAD. Parmi les filières développées en faveur de ces jeunes figurent l'hôtellerie, la sécurité, la mécanique ainsi que la conduite du poids lourd. Des formations que le gouvernement et les partenaires comptent appuyer en vue d'une meilleure insertion socio-professionnelle de ces jeunes.
Je suis aussi très content de pouvoir accompagner cette initiative parce que maintenant on est dans une montée en puissance de la SCAD depuis 1 ou 2 ans avec des projets plus importants, avec une diversification des projets, des partenaires plus nombreux, notamment l'Union européenne, le PNUD, la Banque mondiale, et puis des projets qui maintenant se développent en province. Donc voilà, c'est important pour nous d'accompagner cette démarche parce que nous pensons que ça peut aider, contribuer à une plus grande cohésion sociale nationale dans le pays. Quand ça marche, on doit renforcer. Donc soyez sûr qu'en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, nous continuerons à renforcer justement la SCAD pour faire de la SCAD un véritable outil de mise en œuvre de la vision du chef d'État qui d'ailleurs a dédié ses mandats aux jeunes et aux femmes. L'Agence du service civique d'action pour le développement est une initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé. Son objectif est de lutter contre le chômage des jeunes par l'apprentissage des métiers. C'est officiel, le mois de l'enfant s'achève sur de bonnes notes selon les autorités. Des progrès sont enregistrés par exemple sur les violences faites aux enfants dans le pays. L'occasion pour la ministre de la Promotion féminine et de l'enfance de saluer les efforts des organisations non gouvernementales et institutions partenaires engagées dans la défense et la protection des droits des enfants dans le pays. Marie-Angélique Bangoura. Ce mois de juin 2018 a donné un autre élan au ministère en charge de l'enfance. Comme chaque année, juin célèbre l'enfance et le département s'est focalisé sur les conditions de vie de l'enfant guinéen. Cette période interpelle gouvernement guinéen, partenaires et ONG, chacun de son côté, essaie de poser des actions pour apporter une touche afin de mettre les enfants à l'abri de toutes sortes de violences. Dans ce domaine, plusieurs activités ont été exécutées. Mon département s'emploiera activement auprès de ses partenaires dans la définition de toutes les mesures de nature à accroître la mobilisation des ressources indispensables pour relever le défi des besoins immenses de protection et de développement de l'enfance guinéenne. Ce faisant, je profite de cette opportunité pour lancer un appel pressant à tous les acteurs du domaine afin de mutualiser les efforts pour l'atteinte des objectifs d'une administration locale et moderne au service des enfants de Guinée. Cependant, les questions de l'enfance demeurent un problème dans la cité. Les violences faites aux tout-petits sont multiples. Les viols, les meurtres, les mariages précoces et forcés. Des faits qui préoccupent les acteurs engagés pour la cause des tout-petits. Il s'agit en particulier des meurtres perpétrés malheureusement dans nos familles et communautés avec une telle cruauté qu'ils compromettent les immenses efforts en matière de construction d'un état de droit que nous ambitionnons tous. Je voudrais transmettre les sincères condoléances du gouvernement aux familles des victimes et les rassurer que mon département s'emploiera auprès des services compétents afin que ces crimes crapuleux ne restent pas impunis. Sur ce, je déclare clos le mois de l'enfant guinéen 2018. Ce 6 juillet, le ministère en charge de l'enfance clôture le mois de l'enfant. Désormais, le combat continue à tous les niveaux pour atteindre les objectifs fixés, surtout avec le suivi des 10 aspirations formulées pour la protection des enfants dans nos communautés respectives. C'est un programme annuel pour l'Université Roi Mohamed VI de Guinée, la formation et le perfectionnement de ses étudiants en anglais. La Fondation organise depuis quelques années des voyages d'études en Sierra Leone. Cette année, 36 boursiers feront le voyage après un concours organisé au sein de l'établissement. Les explications avec Bernard Tunguino. L'octroi des bourses pour l'apprentissage de la langue anglaise est devenu une tradition à l'Université Roi Mohamed VI de Conakry. Cette année encore, l'institution décroche 36 bourses pour l'apprentissage de l'anglais à l'université de Makeni en Sierra Leone.
La langue anglaise, c'est la langue de la technique et de la technologie. C'est aujourd'hui une compétence transversale incontournable pour mieux intégrer le milieu de travail. Donc nous avons en fait pour nous comme obligation que les sortants de notre université puissent avoir, en plus de leurs compétences de base, des compétences transversales leur permettant d'avoir une certaine facilité d'intégrer le milieu de travail. Ils sont plus de 60 candidats à passer le test. Des candidats issus des différentes filières de l'université. La particularité cette année, 4 étudiants du professionnel de Conakry et 2 du campus Roi Mohamed VI de Kamsar effectueront ces voyages d'études. Je suis très content du fait que j'ai le stage. Je remercie aussi beaucoup des administrateurs de l'université Roi Mohamed VI, à commencer le fondateur qui ne ménage aucun effort pour la réussite de ses étudiants. Et je remercie aussi mes parents du fait qu'ils sont là pour aussi continuer à épargner ma réussite dans le niveau des études. Cela représente une grande opportunité pour moi parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir le test, bien que ce n'est pas de faute qu'ils n'ont pas le niveau, mais tout le monde n'a pas eu la chance. Donc du fait que moi j'ai eu la chance d'avoir ce test, c'est pour moi une grande opportunité de me performer en anglais. Ces étudiants boursiers de l'université Roi Mohamed VI séjourneront en Sierra Leone pendant 1 mois. Un atout qui devrait permettre à ces futurs diplômés de mieux faire face aux exigences du marché de l'emploi qui impose souvent la maîtrise de la langue de Shakespeare. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Bofa, Koundara, Kamsar et partout à Lille. Bonsoir.